la cellule, pour aborder déjà une philosophie quantique, eh bien, de mon point de vue, on peut dire en un, il y a tout. C'est-à-dire que c'est une unité fonctionnelle qui représente tout le vivant dans son ensemble. Ça me semble fondamental. Autrement dit, même si on la trouve au niveau d'une structure vivante, qu'elle soit végétale, animale ou humaine, eh bien, néanmoins, elle a un comportement qui dépasse l'enveloppe dans laquelle elle est, et elle est directement reliée à l'aspect géophysique, ce que les Amérindiens disent la Pachamama, mais également aussi à l'aspect cosmologique, et qui fera l'objet finalement d'une discussion beaucoup plus avertie avec, comment dirais-je, mes voisins de gauche et de droite. Oui, peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'on semble assister à vraiment une révolution dans la façon de concevoir le vivant, qui était conçu encore jusqu'à il y a peu de temps comme une grande horlogerie mécanique pensée un peu selon le paradigme du 19e siècle, alors que la physique, depuis plus d'un siècle, est allée bien au-delà dans la réflexion sur le réel et sur les problèmes de cohérence, de non-localité, de superposition d'états, et comme j'ai montré hier, ce qui est très intéressant dans les découvertes toutes récentes, par exemple sur la chlorophylle, sur la photosynthèse, qu'il puisse y avoir exploitation par le vivant de ces propriétés typiquement quantiques, qui sont de ne pas choisir tout de suite et d'explorer des tas de potentialités de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus optimale dans son fonctionnement, dans son métabolisme, mais aussi pour toutes les questions de morphogénèse, de construction des formes. Et par rapport à la question de la causalité, on change complètement là de paradigme. On n'est plus du tout dans cette causalité d'Aristote où on a une cause antérieure à un effet, on est plutôt dans un fonctionnement, et qu'on voit pour le monde subatomique, où la causalité est presque renversée, c'est-à-dire que c'est presque la finalité, mais sans tomber dans un vitalisme. Hein. C'est la fonctionnalité, la performance du résultat qui fait induire, mais il n'y a même plus de notion de temps, l'arrangement, l'orchestration des mécanismes pour arriver à ce but. Ça, c'est un concept vraiment très quantique, et il semble qu'on le voit en biologie dans des expériences récentes, et c'est assez révélateur d'une part qu'enfin il y a une diffusion de concepts de la physique quantique qui viennent des physiciens dans le milieu de la biologie, même si c'est encore peut-être par poche de pionniers. Tout ça, toutes ces expériences probablement ont besoin encore de vérification, d'être appropriées par beaucoup plus de communautés de scientifiques. Ça, c'est un sujet sur lequel on pourra peut-être revenir d'ailleurs, mais c'est vraiment c'est très prometteur. Donc finalement, la cellule a un aspect matériel et immatériel. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Elle est un émetteur-récepteur. Par rapport au vivant, mais par rapport, d'une manière beaucoup plus élargie, à tout ce qui nous environne. Donc quand on rejoint un petit peu les travaux de Bruce Lipton, oui. À partir de notre pensée, on pensait que nos gènes, finalement, on était victime de nos gènes, et aujourd'hui on a compris qu'en changeant de paradigme, en changeant de croyance, oui, on peut également avoir une influence sur notre ADN et sur nos gènes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Personnellement, les écrits de Bruce Lipton récents sont des écrits que l'on a déjà formulés avec Beljanski il y a déjà 25 ans. Et on a essayé à cette époque-là de trouver une molécule qui soit borderline, c'est-à-dire qui à la fois amène une information circonstanciée sur le plan de la biologie moléculaire et permet toute la machinerie cellulaire, y compris celle de la duplication d'ADN pour d'une cellule mère donnée de cellules filles, mais qui est toujours à l'écoute et est capable de transmettre à l'environnement ces signaux, si je puis dire, cette information. Et donc, on a été rapidement, comment dirais-je, cerné par notamment des embryologistes, et je parlerai tout à l'heure d'une embryologiste dont il faut dire le nom, qui s'appelle Rosine Chantebois, qui était directeur du laboratoire d'embryologie expérimentale de Marseille, et qui a désacralisé l'ADN au profit d'une véritable adaptation entre
le cytoplasme, qui pouvait même régir l'ADN. Et pour faire ainsi, il fallait à ce moment-là également aussi enlever la primauté de l'ADN par rapport à l'ARN. Et c'est ce que l'on a fait dans le laboratoire de Beljanski, notamment par l'étude et la découverte de 2 ou 3 enzymes qui sont devenues des vedettes mondiales, telles que la polynucléotide phosphorylase, qui est une enzyme ubiquitaire. Ça veut dire que si vous donnez un environnement de magnésium, elle va fabriquer un ARN. Mais si vous donnez un environnement ferrique, elle va fabriquer un ADN. C'est tout de même le fer qui a déjà là une primauté. Et on peut le revoir sur le plan paléontologique, car après le Big Bang, eh bien, de toute façon, il y a eu la formation finalement d'acides aminés. J'ai lu dans Science et Vie de ce mois-ci que de toute façon c'était des éclats de météorites qui tossaient la Terre, si je puis dire, et déterminaient par des modifications de température la constitution des premiers acides aminés. Ah, écoutez, tout le monde peut lire ça dans Science et Vie ce mois-ci, hein, je vous signale. Et puis, finalement, à partir de ces acides aminés, on a produit les premiers êtres vivants qui sont des algues. Et quand les algues ont produit de l'oxygène, on est passé à ce moment-là dans le fer ferrique. Et la polynucléotide, comment dirais-je, eh bien, a été capable à ce moment-là de fabriquer un ADN. Donc, forcément, elle fabriquait un ARN avant. Donc, c'est bien l'ARN, c'est-à-dire toute la structure qui prédomine au niveau de l'environnement du noyau et non pas dans le noyau, qui est capable de moduler ensuite après l'expression et la modification et même la socialisation, si je puis dire, si vous voulez, d'une cellule dans son environnement. Et la lumière dans tout ça? Ouais, moi je ne suis pas biologiste, je ne peux pas dire grand-chose sur la structure interne de la cellule, mais ce que je remarque, c'est dans notre interaction avec la cellule une évolution merveilleuse qui est en train de se passer en fait. Plus près. Depuis longtemps, on travaille avec la cellule à un niveau chimique. Toute la médecine développe des drogues, des médicaments qui interagissent chimiquement avec les cellules. Donc c'est l'état actuel de notre médecine. Et on est en train d'apercevoir la possibilité d'interagir avec la cellule de manière énergétique avec la lumière. Donc c'est un autre niveau d'interaction avec la cellule. Avec la lumière, les cellules émettent et reçoivent de la lumière, des photons. Et on entrevoit maintenant aussi une autre étape encore plus éloignée qui va être d'interagir avec la cellule au niveau de l'information véhiculée par ces photons. Et ça, c'est le docteur Hamel nous en a parlé hier avec les ondes scalaires. Donc c'est encore une autre manière, une autre médecine possible. Et j'imagine au-delà de ça encore, on peut imaginer une médecine purement spirituelle où là, c'est l'intention qui va interagir avec les cellules. Et là, c'est quand même drôle parce qu'on retourne à ce que les anciens faisaient il y a des milliers d'années. Sauf qu'on le démontre aujourd'hui. Mais parce qu'on aura scientifiquement analysé tout ça, ce sera finalement acceptable. Rien de nouveau sous le soleil, mais on peut le démontrer alors qu'avant, on ne pouvait qu'être dans cette intuition. Oui. Constantin Meil? Yeah, anyway, I have problems with these explanations that chemistry and biology are explaining how such a construction like a human being, so a complex construction, donc is realized. Il a des problèmes donc pour comprendre, intégrer qu'effectivement on ne puisse parler qu'avec le langage de la chimie dans un système aussi complexe qu'une cellule ou un homme tout entier. I always look at my colleagues who are looking for particles, for chemistry, which is moving from one cell to another, but they even have no ability to go this way, and they il a un problème avec ses collègues qui parlent toujours de particules ou de molécules chimiques qui vont d'un point à un autre, mais sans avoir jamais vraiment démontré la chose. How does this particle knows where to go and what the receiver has to do? Comme ne pas savoir où cette particule doit aller et comment le récepteur de cette particule, ce qu'il a à faire avec cette arrivée d'une molécule X ou Y. So, as you said, we need another
physics, another description how this will take place. Donc effectivement, comme vous le disiez, on a besoin d'un autre modèle pour intégrer d'autres notions, en particulier la physique. And this is why I'm really glad that I could work on the work of Nikola Tesla, who has shown a scalar wave the first time, has proved it, and that I could reproduce his experiments successfully. C'est pour ça qu'il a été très heureux de travailler après Nikola Tesla, en compréhension de toute son œuvre, en particulier sur les ondes scalaires. Non pas une étude théorique, mais une vraie démonstration avec des preuves scientifiques. Because if you have practical applications, then you come quicker to the result than if you have to find a way from theory. Donc, si vous avez des résultats pratiques, à ce moment-là, donc vous arrivez bien sûr plus vite à des résultats et en conséquence, vous avez après plus de facilité pour construire une théorie avec ces résultats.